L'ambition du président de la République, Alassane Ouattara, de faire du binôme coton-anacarde le café-cacao des zones centre, nord et est de la Côte d'Ivoire a suscité une véritable ruée vers l'or, on pourrait le dire ainsi. Ce soir, nous avons choisi de parler singulièrement de la filière anacarde. Quel est l'état des lieux de la filière? La problématique du prix sera également abordée au cours de cette émission. On reviendra aussi sur l'enjeu de la transformation locale avec Dr Adama Coulibaly. Il est le directeur du conseil coton-anacarde qui répond volontiers à l'invitation de la télé d'ici. Et pour le volet artistique, en fin d'émission sur la scène de la télé d'ici, Seba and Friends, on pourrait le dire, où Seba et son band, justement, nous ferons revisiter les grands crus du Zouglou. N'oubliez pas qu'en 2020, nous sommes en 2020, c'est le 30e anniversaire du Zouglou. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Télé d'ici, votre rendez-vous quotidien du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on va parler d'anacarde jusqu'à la fin de cette émission. Et absolument, on espère en apprendre davantage. On a beaucoup de plaisir à recevoir Dr Adama Coulibaly. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ivan, merci. Vous êtes le directeur général du conseil coton-anacarde. Ce soir, on ne va pas parler de coton, on va parler d'anacarde. Et évidemment, pendant une heure, on espère en apprendre davantage avec vous. Déjà, question de planter un peu le décor. Comment se comporte ou comment se porte la filière anacarde à ce jour? La filière anacarde se porte bien. De 0 à 10, vous donneriez quelle note? Je donnerais 7 sur 10. 7 sur 10. D'accord. Vous nous direz pourquoi 7 et pas 10. Bonsoir, princesse. Bonsoir, Cheikh. Bonsoir, Pierre. Bonsoir. Alors, la mission, quand ce conseil était créé en septembre 2013 et installé le 29 octobre de la même année, la mission était claire, optimiser la production et l'amélioration de la qualité de l'anacarde, puisqu'on parle de l'anacarde ce soir, et surtout garantir un prix rémunérateur aux producteurs au moins égal à 60% du prix CAF. Est-ce que cette promesse est toujours tenue à ce jour? Cette promesse est tenue. Je voudrais, vous permettez que je vous remercie donc de l'opportunité que vous me donnez de parler donc de la filière anacarde. J'espère qu'on parlera de la filière coton une autre fois. Absolument. Et donc je dis que les promesses qui ont été faites à la faveur de la mise en œuvre du programme que le président de la République avait promis aux Ivoiriens sur les filières coton et anacarde, plus précisément sur la filière anacarde, ces promesses ont été tenues. D'accord. Oui. OK, très bien. Alors, est-ce que la Côte d'Ivoire occupe toujours la première place en termes de production d'anacarde? La Côte d'Ivoire occupe la première place et la conforte. D'accord. Nous sommes partis d'une production de 19 000 tonnes en 1990 à 761 000 tonnes en 2017. Et aujourd'hui, notre conviction, c'est que nous avons largement dépassé les 800 000 tonnes. D'accord. Les chiffres que nous donnons sont les chiffres qui sont capitalisés dans notre système de commercialisation intérieur, je veux dire. Or, il se trouve que par moment, une partie de nos produits prennent certaines destinations qui ne sont pas les destinations du port d'Abidjan. Absolument, on va en parler évidemment dans cette émission. Donc voilà, donc nous sommes au-delà de 800 000 tonnes aujourd'hui produits sur le territoire ivoirien. Comment vous expliquez cette ruée vers l'or, vers l'anacarde, autant le dire? Tout le monde parle anacarde depuis quelques années. Oui, tout le monde parle anacarde parce qu'effectivement, c'est une filière jeune, mais qui s'est imposée très rapidement. Je rappelle que l'anacardie a été introduit en Côte d'Ivoire pour des raisons écologiques. Et donc, chemin faisant, nous avons basculé donc de l'écologie à l'économie. Et du coup, avec toutes les réformes qui ont été mises en place, avec la volonté du président de la République de faire de telle sorte que vous vivez au sud ou que vous vivez au nord, vous ayez une activité lucrative qui vous permet de vivre dignement. Absolument.
ça donne vraiment, véritablement un sens à la lutte contre la pauvreté en milieu rural. Et la noix de cajou combinée au coton, comme vous l'avez rappelé, sont donc deux spéculations phares qui permettent donc de ne pas avoir de solution de continuité entre le sud et le nord. Et bien sûr, le centre aussi, bien sûr. Absolument. Et donc, ça fait que ces deux filières permettent d'irriguer financièrement les parties centre et nord de la Côte d'Ivoire. Et vous avez donc toute l'explication. Tout ce qui rapporte de l'argent aux populations est bien sûr apprécié par ces populations. Et vous savez que chaque agent est un agent économique. Absolument. Chaque citoyen est un agent économique. Absolument. Tout le monde se rue et tout le monde parle d'anacarde. Oui. Pas tout à fait. Tout le monde n'est pas forcément connaisseur justement de l'anacarde et des implications. On va justement regarder ce micro-trottoir réalisé par la rédaction de la télé d'ici. On regarde et on revient juste après. L'anacardier fait des pommes. Et au bout des pommes, là, il y a l'anacarde. Les usines utilisent ça beaucoup, surtout dans les produits cosmétiques. On prend pour fabriquer régulièrement des produits cosmétiques. L'anacarde, c'est un fruit. Qu'on en parle à la télé, bon, c'est ce que je peux dire de lui. Hein. Peut-être j'ai vu, mais je ne sais pas que c'est l'anacarde. On peut faire beaucoup de choses avec. Bon, moi, précisément, je ne sais pas. Bon, l'anacarde, je sais que c'est un produit de rente comme café, cacao, on a entendu parler. L'anacarde, c'est un fruit pratiquement, qui se cultive généralement dans la région de Savane. Voilà. Et je sais qu'il se mange parce que souvent j'en vois dans des petites bouteilles là que les gens vendent, parfois aussi dans des emballages plastiques. On vend souvent dans des supermarchés. L'anacarde, c'est le fruit de l'anacardier. On utilise l'anacarde, d'abord la pomme, ça sert à la fabrication de confitures ou bien de jus. Voilà. Maintenant, le noix d'acajou, il y a une partie qui est sous forme de liquide acide qui sert à la fabrication de l'eau de batterie. Elle est beaucoup porteuse parce que depuis 2018 là-bas, avec le coût élevé des prix, vraiment nos parents du Nord s'en sortent beaucoup. Voilà, ce qui veut dire que ça rapporte gros. La culture d'anacarde est vraiment rentable parce que je connais des personnes qui en cultivent et qui s'en sortent. Donc, je pense que c'est rentable. Elle est rentable, seulement que le prix qu'on achète sur le marché, ça décourage un peu les gens, sinon c'est rentable. Premier producteur de l'anacarde. En Afrique ici ou bien dans le monde entier. Bon, à mon avis, c'est la Côte d'Ivoire. Hein. Oh, là, je ne sais pas, franchement. Le premier pays producteur d'anacarde dans le monde, c'est l'Inde. En Afrique, c'est la Côte d'Ivoire. Alors, docteur Adama Coulibaly, est-ce normal que le citoyen lambda n'en ait pas une connaissance un peu plus précise de l'utilisation et de la consommation de l'anacarde? Ou est-ce que ça doit être la seule affaire des professionnels du secteur? Non, ce micro-trottoir nous interpelle que nous devons davantage communiquer sur les produits de l'anacarde. Quand je parle des produits de l'anacarde, il s'agit bien sûr de la pomme et de la noix. C'est cela. Vous savez, l'anacardier a ceci de particulier que c'est le seul fruit qui a sa noix en dehors de la pomme. Tous les autres produits, tous les autres fruits ont la noix, le noyau à l'intérieur de la pomme. Et là, lui, il a décidé, il a choisi de bien séparer ces deux compartiments. Alors, avec la pomme, on peut faire beaucoup de choses. Avec la noix, on fait beaucoup de choses. D'accord. Donc, nous sommes interpellés sur la nécessité de communiquer et surtout de vulgariser davantage donc, les produits issus donc, de ces deux éléments du fruit de l'anacardie. Absolument, notamment les produits dérivés sur lesquels on va revenir certainement à un moment donné de cette émission. Jusqu'en 2018, tout allait bien, jusqu'à un saut d'humeur, un mouvement d'humeur des producteurs qui ont estimé que finalement ce prix minimum garanti n'était pas respecté par les acheteurs. Et de l'autre côté, les acheteurs qui se plaignaient du fait que le prix d'achat justement de la Côte d'Ivoire était un peu trop élevé. Je rappelle d'ailleurs quelques chiffres. Cette année, le prix Borchamp, il est de 450 francs le kilogramme. 400 francs le kilogramme. Le prix FOB, Free on Board, est de 1233 $ environ, soit 730 francs CFA. Et alors, la question qu'on se pose tout de suite, c'est est-ce que ces prix sont concurrentiels à l'étranger? Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on court que finalement les acheteurs se détournent de l'anacarde de Côte d'Ivoire pour aller vers d'autres pays concurrents?
Oui, évidemment, il y a ce risque. Mais lorsque nous avons proposé le prix de 400 francs au gouvernement, c'est après donc, une démarche qui est devenue, j'allais dire, classique dans la filière. Vous savez, le prix ne se fixe pas dans un bureau. On s'en doute bien. Pour fixer le prix, nous avons des concertations avec l'ensemble des acteurs. Les producteurs, les acheteurs, les exportateurs et les transformateurs. Nous analysons le marché international, le comportement du marché international. Nous nous projetons entre la production mondiale attendue et les besoins de l'industrie de la transformation. Et donc l'ensemble de ces éléments mis ensemble nous permet de dire pour la campagne à venir, voici le prix qui permet donc d'allier à la fois donc, les obligations du gouvernement, à savoir donc, accorder aux producteurs une rémunération qui leur permet de vivre décemment et bien sûr le marché international qui, dans son comportement, permet donc d'absorber notre production. Mais vous êtes face à, enfin, vous êtes censé être, enfin, pas censé, je dirais que vous êtes un peu amené à jouer les équilibristes, contenter à la fois les producteurs, mais contenter aussi les exportateurs, qui eux se plaignent justement de ce prix. Parce qu'à cela, il faut rajouter aussi, notamment, il faut rajouter les taxes. Hein. On est à 114,63 francs le kilogramme, notamment dans le DUS, même si le DUS a été ramené un peu à la baisse. Ça n'arrange pas toujours les exportateurs. En réalité, les producteurs ne se plaignent pas de prix. Ils se plaignent de la non-application du prix. Donc, c'est deux choses différentes. Parce que les exportateurs estiment que c'est trop cher, donc ils passent par des circuits parallèles. Alors, mais je peux vous dire, comme j'ai indiqué tout à l'heure, nous avons la concertation et le prix de 400 francs que nous avons proposé au gouvernement, c'est un prix consensuel. Tout le monde a été d'accord dessus. Ce qui nous a gênés, c'est ce virus qui s'est invité dans notre campagne de commercialisation. Sinon, tous les acteurs... Quand on parlait du virus du coronavirus? Pas du coronavirus. D'accord. Qui s'est invité donc dans notre campagne de commercialisation. Vous savez que nous avons ouvert la campagne le 6 février. 2 semaines avant, ce virus a commencé, j'allais dire, à se répandre, mais de façon très sérieuse. Et nos pays clients, nos clients qui sont donc habituellement des Asiatiques, ont commencé à s'inquiéter. Et du coup, avec l'arrêt de trafic, de flux commercial avec la Chine, qui représente quand même 15% de la consommation mondiale des amandes qui sont donc produites au Vietnam en particulier, eh bien, quand vous perdez 15% de la part de marché, vous devenez prudent. Et si en plus, vous-même, vous êtes impacté par la maladie, alors tout le monde s'est dit, on va patienter, on va attendre que la maladie passe. Alors, c'est pour ça que la campagne est lente. Il y a des ralentissements. Mais je peux vous dire, jusqu'à hier, le déroulement de la campagne est quasi normal. Pour vous, donc, le prix, il est convenable? Le prix, il est convenable. C'est ce que notre devoir, c'est de faire de telle sorte que ce prix soit appliqué sur le marché. Alors, comment vous veillez justement à l'application scrupuleuse de ce prix sur le marché? Ben, nous avons, dans chaque département, ce que nous appelons le comité de veille, qui est composé du préfet, qui en est le président, le préfet de département, qui en est le président. À l'intérieur de ce comité de veille, vous avez le ministère du Commerce, le ministère de l'Agriculture, notre délégué régional, les eaux et forêts, la police, la gendarmerie et les acteurs, les producteurs. Donc c'est l'ensemble de ce comité qui veille à l'application stricte au bord-champ, c'est extrêmement important, de prix. D'accord. Alors, il n'empêche qu'il y en a qui arrivent à passer par les mailles du filet. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui arrivent à tricher, parfois avec la complicité des producteurs. D'accord. On estime à combien le taux de perte dans... Le taux de perte en termes de bord-champ? C'est cela. Non, c'est... Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que les 400 francs sont appliqués dans la plupart des régions. D'accord. Ce qui arrive, c'est que vous avez un producteur qui est dans une situation de difficulté, qui a besoin donc d'argent immédiatement et qui est prêt donc à rentrer en complicité avec un acheteur. Il lui cède le produit, mais il accepte parce que nous avons des documents de traçabilité. Nous avons des documents qui permettent de contrôler si le prix est... ce que nous appelons le carnet apport produit. C'est un carnet avec, donc, que l'acheteur doit remplir.
avec le nom du producteur, le volume qu'il a acheté, le prix qu'il mentionnait, le contact du producteur et sa localisation. Tout ce carnet comporte 4 feuillets. Il y a un feuillet qui reste avec le producteur, un feuillet reste avec notre agent. Donc ça nous permet de contrôler si le produit a été acheté au prix du gouvernement. D'accord. Sauf que dans cette démarche, comme je dis, il y a des producteurs en complicité avec leur acheteur, celui qui vient les gruger. Ils acceptent que l'acheteur leur donne moins que ça, autour de 350. C'est des informations qu'on a en ce moment. Mais il accepte qu'on mette 400 francs. D'accord. En d'autres mots, les acheteurs sont à la limite eux-mêmes à l'origine de leurs mots. Les producteurs. Enfin, les producteurs, autant pour moi. Alors, avant de passer la parole à Pierre, pas la Pierre, il n'y a pas de Pierre dans l'anacarde, pour la précision. Est-ce que l'anacarde Made in Côte d'Ivoire est un produit qualitatif, est un produit prisé? Oui. Parce qu'en termes de taux d'humidité, en termes de corps, le fameux kernel output ratio. 3 fois oui. Nous avons un produit de qualité. Les amandes produites en Côte d'Ivoire, issues donc des noix, sont extrêmement prisées. Ça présente non seulement en termes d'attraction gustative, ça présente beaucoup d'atouts. Et on a entendu parler d'un apport en amande qui serait un peu faible. Oui, ça c'est le KOR que vous avez évoqué. Nous sommes autour de 48 en moyenne. Le KOR, c'est la quantité d'amandes contenues dans un sac de 80 kg exprimé en livres. Alors que je crois que la norme acceptable, c'est entre 49 et 57. Non, toutes les normes sont acceptables, ça dépend du marché. 48, c'est la moyenne, j'allais dire, mondiale. D'accord. Nous sommes dans la moyenne mondiale. Il y a des pays qui font mieux que nous, jusqu'à 54. C'est le cas du Vietnam, le cas du Cambodge, ils sont à 54. Mais je peux vous dire, quand vous discutez avec les sachants, les connaisseurs des amandes, ils vous disent les 54 du Vietnam, en termes de qualité, sont inférieurs aux 48. Qu'est-ce qu'ils entendent par qualité? En termes de goût ou en termes de texture? En termes de texture. Vous avez de grosses amandes, mais perforées. D'accord. Alors que les petites amandes de Côte d'Ivoire sont compactes. D'accord. Quand quand vous pesez dans la main, vous sentez quelque chose dans la main. Alors que les autres qui sont grosses, vous avez donc c'est perforé, il y a des ARS, de l'air à l'intérieur. Et en termes de vision, de rendu, en termes donc de... C'est pas la même chose. D'accord, mais sur toute la chaîne, depuis le bord-champ jusqu'à l'exportation, il y a notamment un certain nombre de critères d'exigence à respecter, notamment le taux d'humidité. Est-ce que vous pensez que les producteurs sont sensibilisés suffisamment sur ces aspects? Les producteurs sont sensibilisés. Comme je vois que vous suivez bien la filière, de 2019 à cette année, vous n'entendez pas parler de problème de taux d'humidité. On a eu ce problème en 2016, en 2017. En 2015, on n'avait pas eu de problème. En 2014, on n'avait pas eu de problème. Mais en 2015-2017, on a eu quelques soucis au niveau du taux d'humidité. D'accord. Mais je peux vous dire, 2019 et 2020, le taux d'humidité acceptable, le taux doit être en dessous de 10%. D'accord. S'il est au-dessus de 10%, il n'y a pas de déchargement. Mais je peux vous dire qu'en termes de taux d'humidité, sur les 135 camions qui arrivent par jour depuis l'ouverture de la campagne, il y a 12 camions qui ont été refoulés pour taux d'humidité. Très bien. Pierre? Alors, Côte d'Ivoire, premier producteur d'anarcade mondial, une première place ravie à l'Inde, qui fait en ce moment face à des défis climatiques, donc une baisse de la production. Donc, vous pensez que notre passage en première place, il est fortuit ou ça relève vraiment d'une volonté de se positionner à ce niveau-là? Ah non, ça relève d'une grande volonté politique. Vous avez vu dans le programme du gouvernement du président de la République la part qu'il a réservée donc, aux filières coton et anacarde. Et je rappelle qu'il est arrivé en 2011 aux affaires et en 2013, il avait déjà fini les réformes de ces deux filières. Donc ce n'est pas du hasard. Et quand vous regardez les volumes de production, en 2012, nous étions à 450 000 tonnes. J'ai dit 2012. En 2017, 2018, nous sommes passés à 761 000 tonnes. Donc, ce n'est pas du hasard. Voilà, c'est l'ensemble des actions qui ont été menées dans le cadre de la réforme
qui ont permis donc d'arriver à cette augmentation, j'allais dire, très importante. Ce qui m'emmène à ma deuxième question. Oui. Il y a eu cet attrait-là également pour le cacao. Beaucoup de producteurs se sont lancés dans cette filière à tel point qu'aujourd'hui, on produit peut-être plus qu'on ne vend. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec cette politique-là, la machine finisse par se gripper et qu'on ait beaucoup de producteurs d'anarcades et qu'on se retrouve parfois avec la même situation? Comment vous vous préparez peut-être à ce défi-là? Vous avez parfaitement raison. Et s'il y a un défi que nous devons relever aujourd'hui, c'est effectivement le défi de la transformation. Voilà. Vous savez, ces cultures de rente se retrouvent sur un marché. Tous les marchés se comportent de la même façon. Que si vous allez au marché d'Agamé, vous allez au marché de Cocody, c'est en fonction de l'offre et de la demande. Un régime de banane peut coûter aujourd'hui 200 francs. Le même régime, à un moment donné, il coûte 1000 francs. C'est la même chose sur le marché international. Alors, effectivement, ce que nous avons constaté, c'est que tous les pays travaillent à l'augmentation de la production. Alors que la capacité d'absorption de cette production n'est réduite qu'à, j'allais dire, à 2 principaux clients, qui sont donc l'Inde et le Vietnam. C'est un marché extrêmement étroit. Et comme vous l'avez rappelé, nous travaillons à l'augmentation du volume. Tous les autres pays qui n'étaient pas du tout connus en tant que producteurs de noix de cajou, aujourd'hui se signalent comme des producteurs. Donc du coup, la solution pour nous, c'est la transformation localement. Et ça, vous pouvez constater la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État d'aller résolument vers la transformation de nos produits agricoles, en particulier le cacao et l'anacarde. Encore plus l'anacarde. D'accord. L'anacarde, nous avons, j'allais dire, un boulevard devant nous, et il y a tout un ensemble de politiques, j'allais dire un package que nous sommes en train de dérouler pour atteindre donc cet objectif. Alors vous parlez de transformation locale. Pourquoi ne pas utiliser les technologies exogènes en attendant de pouvoir utiliser les nôtres? Pardon, je n'ai pas bien suivi. Pourquoi ne pas utiliser les technologies exogènes? Parce que est-ce qu'il y a une technologie là pour pouvoir faire de la transformation locale? Ah oui, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous avons aujourd'hui, la plupart des unités de transformation qui sont sur la place ont des technologies indiennes, vietnamiennes, chinoises. Et il y a très peu de technologies ivoiriennes, malheureusement. Mais pour nous, c'est un ensemble. J'allais dire, nous devons avoir une vision holistique de la filière. Nous voulons aller à la transformation. Nous devons travailler à l'émergence d'une race d'équipementiers locaux. Parce que la technologie exogène ne peut pas durablement être, j'allais dire, notre élément de politique. Pourquoi? Parce que ceux qui produisent cette technologie sont quelque part en compétition avec nous. Absolument. Et donc, à un moment donné, notre machine va se gripper. Si en interne, nous n'avons pas les ressources endogènes de pouvoir dépanner une machine, de pouvoir fabriquer une pièce de rechange et de dépendre uniquement que de cela. Ça, ce serait, suicidaire pour la filière. On peut décoller, mais on va tomber. Quelle est la capacité nationale actuelle de transformation? La capacité actuelle de transformation est donc de 180 000 tonnes. D'accord, sur 761 000 tonnes. Ça, c'est la capacité. D'accord. Voilà. En 2020, il va y avoir 150 000 tonnes de capacité additionnelle, parce que nous sommes dans une dynamique très positive de création de nouvelles unités. Justement, quelles sont les échéances? Quel est le chronogramme qui est établi pour qu'à terme, la Côte d'Ivoire puisse elle-même transformer localement son 2023, nous visons une capacité installée de 500 000 tonnes. D'accord. Exactement 497 000 tonnes, mais j'arrondis. D'accord, dans 3 ans. À 500 000 tonnes. 2023. D'accord. Alors, vous parliez tout à l'heure des réseaux parallèles de vente. En fait, quel type de menaces les filières sont confrontées, la filière est confrontée à cause justement de ces réseaux parallèles? La vraie menace, c'est que nous n'arrivons pas à transformer notre production d'ici 3, 4, 5 ans. Ça, c'est une menace grave qui pourrait impacter, j'allais dire, tous les bénéfices et tout le travail qui a été fait en amont jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez, nous visons 1 million de tonnes de noix brutes d'ici 2023. Le Ghana travaille à la même chose
pour augmenter sa production. Le Burkina, aujourd'hui, a mis en place, à l'image de la Côte d'Ivoire, un conseil de l'anacarde, ainsi de suite. Alors, tous ces pays, c'est volume. Alors, si nous n'arrivons pas, vraiment, je dirais, le plus grand danger qui mène à la filière, c'est que nous n'arrivons pas à transformer localement une bonne partie de notre production et que nous mettons, j'allais dire, le volume résiduel sur le marché international. Si nous comptons que sur le marché international pour absorber nos noix, je pense que c'est véritablement là le danger. Est-ce que si on transforme localement, ça aurait une incidence sur le prix, quelque part? Ben, forcément. On revient à la fameuse compétitivité. Forcément, parce que qu'est-ce qui se passerait en ce moment? C'est que nous, au lieu d'avoir des noix brutes à vendre, on a des amandes. Alors, les noix brutes, je rappelle que nous n'avons que 2 marchés. C'est un marché qui est extrêmement étroit. Le Vietnam et l'Inde nous prennent autour de 98%, entre 85 et 98% de notre production chaque année. D'accord. Vous voyez comme c'est étroit. Et il y a 2 à 4% qui se promènent dans les autres pays. Alors, si nous allons en transformer, nous sommes ouverts sur le monde entier. C'est le monde entier qui devient notre client. Nous pouvons vendre au Moyen-Orient, nous pouvons vendre en Asie, nous pouvons vendre en Europe, nous pouvons vendre aux États-Unis, etc. Et nous avons la possibilité de stocker nos amandes. S'il n'y a pas de clients immédiatement, on a la possibilité de les stocker. Contrairement aux noix qui, si vous les stockez pendant un certain temps, ça se détériore, ça se dégrade. Vous voyez. D'accord. Mais mieux, ça va contribuer véritablement à une révolution dans le milieu rural en termes de création d'emplois, en termes de valeur ajoutée. Absolument. Et si vous voulez, si vous permettez que je déroule... Je vous propose justement qu'on marque une pause. On va aller droit à la pub, on revient et vous aurez donc toute la latitude évidemment de développer sur tous les avantages qu'on pourrait tirer dans la transformation locale des productions. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste après. Okay. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Télévivre la Côte d'Ivoire tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Ce soir, on parle anacarde avec Dr Adama Coulibaly, directeur général du Conseil Coton Anacarde. Mais avant, l'actu d'ici, c'est évidemment le coronavirus qui, d'ailleurs, vous le savez, vous le constatez, nous impose donc de mener cette émission sans public. Il n'empêche, on ne doute aucunement de votre fidélité justement à ce programme. L'actu d'ici, c'est évidemment ces voyageurs arrivés hier soir à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Ils sont confinés à l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports de Marcory. Ils y sont confinés en exécution des récentes mesures du Conseil national de sécurité, le CNS, relativement donc aux mesures de prévention du Covid-19, encore appelé le coronavirus. Et depuis donc la colère enfle en raison des conditions de confinement. Et dans les vidéos qu'on a pu notamment voir sur les réseaux sociaux, on y voit des passagers se plaindre surtout des conditions de confinement. Ils disent ne bénéficier d'aucune assistance médicale adéquate. Les forces de police sur place tentent évidemment de calmer les esprits. Des échauffourées ont notamment éclaté ce matin entre les populations riveraines et ces personnes confinées. Des détails évidemment de cette actualité à suivre tout à l'heure dans NCI News à partir de 19h50. Retour à l'anacarde. Est-ce que le coronavirus a une sorte d'incidence sur ce début de campagne? Absolument. Absolument. Le corona impacte très, très négativement le déroulement de la campagne. En ce sens que c'est une maladie qui a éclaté donc, en Chine, comme tout le monde le sait. J'ai indiqué tantôt que notre principal client, c'est le Vietnam. Le Vietnam nous prend chaque année entre 75 et 80% de notre production et de nos exports. D'accord. Alors, il se trouve que le Vietnam est voisin de la Chine. Et que dans les échanges entre pays de l'ASEAN, la Chine est un grand client en termes d'amende du Vietnam. D'accord. Donc, du coup, le marché chinois est enfermé, le marché vietnamien est impacté et les transformateurs jouent la prudence. Absolument. Donc, là où ils devraient acheter pour commencer à faire des transformations, ils jouent la prudence, ils attendent de voir un peu plus clair, d'avoir un peu plus de lisibilité avant donc de s'engager. D'accord. Donc du coup, la campagne est très, très, très ralentie. Absolument. Voilà. D'accord. Et pour l'instant, aucune visibilité sur l'horizon? Non, pour le moment, non. Alors, vous en étiez juste avant la pub à développer donc tous les avantages qu'on tirerait à transformer localement l'anacarde. Oui, absolument.
absolument. Il faut dire que quand on prend la chaîne de valeur de l'anacarde, on peut la découper schématiquement en 3 morceaux, en 3 segments. Le premier segment, c'est le segment de la production. La production jusqu'à l'arrivée dans l'usine de transformation. Le deuxième segment, c'est la transformation jusqu'au magasin de distributeurs. Alors, le premier segment représente 20% de la valeur. Le deuxième segment, la transformation, représente 40%. Et le dernier segment, qui est la distribution, représente 40%. Aussi 40%. Voilà, ça fait 100%. Donc, vous voyez que pour le moment, nous travaillons que sur 20%, qui est le segment qui capte le moins de valeur. Alors, si nous arrivons à faire le deuxième segment, nous sommes à 60%. Absolument. De valeur. Mais non seulement on crée de la valeur, mais on crée des emplois. Vous savez que pour une unité d'une capacité de 10 000 tonnes, il y a 400 emplois garantis. Et sur les 400 emplois, vous avez 80% de femmes. C'est ça aussi la réalité donc, de la transformation de la noix de cajou. Vous allez partout dans le monde, vous entrez dans une usine de transformation, vous voyez qu'il n'y a que des dames. 80% du personnel qui travaille, c'est des dames. Donc, et l'autre avantage, c'est que les usines se créent sur les lieux de production de l'anacarde. Vous avez maintenant des usines à Boaké, à Yamoussoukro, à Séguéla, à Bondoukou, même à Tansua, à Oudjene, à Korogo. Vous voyez, ça participe véritablement à la structuration de l'économie ivoirienne. Et donc, c'est pour toutes ces raisons que nous devons aller résolument, et nous allons résolument, sur l'instruction du gouvernement et du chef de l'État, nous allons résolument vers la transformation. D'accord. Est-ce que le fait d'avoir des débouchés aussi étroits, Vietnam et Inde, à un moment donné, ne risque pas de faire courir le risque, pour ainsi dire, d'agir notamment sur la fixation du prix? Ce qu'on constate avec le cacao, et tout le monde s'accorde à le dire, c'est qu'on dit que finalement c'est l'acheteur qui impose son prix. Est-ce qu'on ne va pas vers ça pour l'anacarde? Bien sûr qu'on peut aller vers ça. L'anacarde n'est pas un produit particulier donc, dans le secteur de la production agricole. Voyez-vous, c'est pour ça que je vous expliquais tantôt que tous les marchés se comportent de la même façon. Le cacao, ça fait longtemps que la Côte d'Ivoire produit du cacao. Mais le cacao est dépendant, est tributaire donc du comportement du marché international. Plus il y a du volume, plus les prix sont bas. Moins il y a du volume, plus les prix sont élevés. C'est exactement. Est-ce qu'il ne faut pas penser à une diversification finalement des débouchés? C'est un peu cela aussi ma question. Mais la seule diversification, c'est la transformation. D'accord. Quand vous transformez... Et je veux dire, en dehors du Vietnam et de l'Inde, d'autres pays ne sont pas intéressés par notre anacarde? C'est une question, j'allais dire... quasiment culturelle, d'intérêt pour la filière. D'accord, très bien. On vous a compris. Princesse? C'est marrant quand vous parlez de débouchés, ça me fait penser aux dérivés. Est-ce que les Ivoiriens sont friands de noix de cajou? Les Ivoiriens sont friands de noix de cajou. Sauf qu'avec le niveau de transformation aujourd'hui, nous n'avons pas véritablement vulgarisé ce produit. Mais je peux vous dire, chaque fois que nous avons l'opportunité de participer à une foire, une exposition, quelle qu'elle soit, et partout, je peux vous dire que le stand le plus visité, c'est quand même ça coûte cher, la noix de cajou. Où il y a la dégustation. Ça coûte cher parce qu'aujourd'hui, la transformation est l'affaire d'un nombre limité d'unités. Mais nous sommes en train de travailler à la vulgarisation de la transformation. Nous avons mis sur le terrain des petits kits manuels dans des coopératives. Et je peux vous inviter à aller visiter la coopérative Coprodigo de Goïtafla. Vous allez constater qu'il y a un groupement de femmes extrêmement dynamique et qui aujourd'hui fait de la transformation en noix de cajou son business. Et ça marche. Donc il y a un marché potentiellement de produits, non seulement noix de cajou, mais produits dérivés. Vous avez en dehors donc, de cette coopérative, c'est une coopérative de femmes, j'aime bien la citer, parce que c'est des femmes qui travaillent là, qui s'épanouissent et qui font épanouir leur communauté. Mais vous avez un certain nombre de coopératives dans lesquelles nous avons vulgarisé ces petits kits-là. Et vous avez un certain nombre de transformateurs, j'allais dire, qui reprennent les amendes et qui
font divers produits avec. Les amandes au chocolat, les amandes au gingembre, les amandes au piment, les amandes, etc., etc. Et aujourd'hui, nous avons commencé à vulgariser ces produits-là. Si vous allez dans les petites boutiques, peut-être pas les grandes superficies, mais dans les petites boutiques, vous allez dans les boutiques de Total, vous trouvez toujours des amandes, etc., etc. Et ainsi de suite. Nous avons commencé vraiment à vulgariser le produit. D'accord, on peut faire de la sauce aussi avec du très bon cholestérol. Oui, on fait la sauce avec, on fait des produits cosmétiques. On fait la pâte à tartine avec. Bientôt, on ne va plus importer de Nutella en Côte d'Ivoire grâce à la noix de cajou. Au plan diététique, c'est un produit extrêmement sain. Vous n'avez pas de cholestérol, vous n'avez pas tout ce qui peut nuire. J'allais dire, lorsque vous consommez des cacahuètes, pour prendre un exemple, parce que on vous parle, quand vous avez des arachides, on vous parle d'aflatoxine. Donc... La filière arachide ne sera pas contente de ce que Non, elle ne sera pas contente, mais je m'excuse de la citer. Ouais. Heureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas grand producteur d'arachide. Ouais. Mais je veux dire, mais c'est la réalité que je suis en train de dire. Vous avez donc ces substances qu'on appelle aflatoxines, qui sont cancérigènes pour le foie. L'anacarde, la noix de cajou n'a pas de tout ce genre de problème. Et il n'y a que des bénéfices à consommer. Mais qu'est-ce que vous attendez pour faire une campagne de communication massive? Ce que nous attendons, c'est justement pouvoir transformer et ne pas mettre, j'allais dire, l'eau à la bouche et puis la retirer. Absolument. Voilà. Une fois que nous lançons notre campagne, le produit doit être disponible partout où vous allez. Et c'est ça que nous voulons. D'accord. Nous voulons donc qu'il y ait conjonction de ces deux effets entre donc, la vulgarisation de la consommation et la présence de produits dans les étals des magasins. D'accord. Un autre sujet moins enthousiasmant, c'est l'exportation frauduleuse. Oui. L'innovation au niveau du Conseil coton-anacarde, c'est la faculté aujourd'hui de pouvoir tracer donc le chemin de la noix. Absolument. Depuis le bord-champ, depuis la plantation jusqu'au port, on va le dire ainsi. Et le voyage est censé se faire du nord vers le sud et pas l'inverse. Oui, oui. Il n'empêche, malgré donc tout ce somptueux, sublime dispositif, il y a quand même de la fraude qui s'opère, en direction notamment du Ghana, du Burkina, pour ne pas citer ces pays-là. Ouais. Comment vous l'expliquez et comment vous comptez justement contrecarrer cela? C'est un vrai problème, c'est un vrai sujet qui au départ donc, était, j'allais dire, marginal. Mais au fil des années, nous voyons que c'est un problème qui commence à devenir majeur pour l'économie et donc pour la filière cajou. Je pense que nous avons ici en Côte d'Ivoire une filière extrêmement structurée. Comme vous l'avez dit, nous avons des documents de traçabilité, nous avons des règles de commercialisation. Vous ne pouvez pas, j'allais dire, prendre la noix de cajou sans mettre dans des sacs jute. Et donc ces sacs jute sont livrés. Et donc nous avons donc une filière, une structure qui doit fonctionner, qui doit réguler tout ça. Donc cela nous amène à faire un certain nombre de prélèvements au moment de l'exportation de ce produit pour refinancer toutes ces activités dont je viens de parler. Il se trouve que dans certains pays voisins que vous avez cités, l'économie de la noix de cajou est informelle jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est tout à fait informel. Donc dès lors qu'on peut venir prendre notre produit, emballer dans nos sacs et aller l'exporter par un autre port où il n'y a pas de prélèvement, il y a déjà, j'allais dire, un bonus pour ces opérateurs. C'est cela. Voilà. Donc c'est ça qui explique. Mais sinon, quand les gens disent oui, au Ghana, on a fixé le prix à 1000 francs, 1200 francs, c'est de la désinformation. Le Ghana, au moment où je vous parle, jusqu'en 2020, n'a jamais fixé le prix de la noix de cajou. D'accord. C'est une activité totalement informelle chez eux. D'accord. Mais l'avantage, c'est que, n'ayant pas de structure en charge de la régulation du secteur, la noix de cajou étant une activité totalement informelle, eh bien, quand ils vont par le port de Ghana exporter, ils n'ont aucun prélèvement parce qu'ils n'achètent pas de sacs de jute et ils n'ont pas de structure à soutenir.
etc., etc. Donc ça fait déjà un avantage comparatif par rapport à ceux qui opèrent bien. Absolument. Voilà un peu D'accord. l'explication complète. Très bien. Je propose qu'on marque une courte pause. On revient dans quelques instants. Restez avec nous. Retour sur le plateau de la télé d'ici pour parler anacarde, émission donc entièrement dédiée donc à l'anacarde. On a beaucoup de plaisir à recevoir le directeur général du Conseil coton anacarde avec qui on passe justement en revue l'état de santé de la filière et évidemment toutes les problématiques associées. Juste avant la pub, on parlait de fraude. Pierre, vous aviez une question à ce sujet ou... Oui, on remarque donc que ça devient un problème sous-régional. Donc, est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place avec les autres États pour les emmener à peut-être structurer la filière de leur côté ou avoir un certain contrôle en fait, sur ce marché-là pour éviter... Où est-ce que ça arrange d'autres pays? On peut affirmer que ça arrange d'autres pays puisque les exportations à partir de leur port leur fait rentrer des devises, forcément. Et donc, on peut affirmer que ça les arrange. Mais je veux dire, nous sommes... Lorsque nous avons vu le président de la République en 2018, que nous avons exposé ce problème, le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est engagé à parler à ses pairs pour leur demander de commencer à structurer les filières cajou pour qu'on puisse avoir le même langage. C'est cela. Donc, je pense qu'il a fait cette démarche et nous avons constaté qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, le Burkina a mis en place un conseil, une autorité. Le Ghana, depuis 2019, a confié la gestion de la filière anacarde au Coco Board, même si on ne voit pas encore des activités visibles. Le Nigeria a créé un conseil nigérian, donc du cajou, et ainsi de suite. Je peux encore en citer d'autres pays. Mais au-delà de ça, nous avons créé ici, donc en 2016, le Conseil international consultatif du cajou. À l'instar de l'ICCO dans le cacao, nous avons donc créé cette organisation, qui est donc l'organisation internationale pour gérer au plan mondial, j'allais dire, la filière. Et nous avons créé, à l'initiative de la Côte d'Ivoire, ce conseil. Au départ, nous avons eu 5 pays. Aujourd'hui, nous sommes à 11 pays membres. Le dernier pays qui a signé son adhésion en décembre dernier, c'était le Cameroun. Et donc, nous sommes aussi dans une dynamique de renforcement de cette organisation au sein de laquelle nous pouvons adresser toutes les questions internationales qui se posent à la filière. Et donc, gérer ensemble, mettre en commun les difficultés, mettre aussi en commun les succès, mettre en commun tout ce qui peut nous permettre d'avancer ensemble. OK. Dans cette émission, on réalise la maestria d'être à la fois sérieux et décontracté en même temps. Il y a le kiff du web à un moment donné de l'émission où Princesse s'amuse à nous sortir des vidéos plutôt drôles, mais on va dire en règle générale insolites. De quoi s'agit-il aujourd'hui? Alors, je sais qu'on a vu pas mal de vidéos sur le coronavirus. On va rester dans cette tendance, comme je l'ai dit hier. Et messieurs, c'est quoi votre psychose sur le coronavirus? Pierre? Non, je vais pas le dire. Non, on espère juste que les gens respectent le confinement. Ce qui ferait peur, c'est que qu'on sache pas qui est malade et que tout le monde soit dans la rue. C'est ça qui fait peur. Oui, ce virus a malheureusement la particularité d'infecter avant que la maladie ne se déclare. Et donc, vous pouvez être avec des personnes susceptibles d'être bien portantes alors qu'elles hébergent le virus. C'est ce qui permet donc d'échapper à certains contrôles. À l'aéroport, par exemple, vous avez donc les prises de température. Mais tant que la maladie n'est pas déclarée, vous ne faites pas de fièvre. Et il y a un temps d'incubation de 14 jours. 14 jours, avec une moyenne de 7 jours. Donc, c'est une vraie préoccupation. D'accord. Bon, je sais que tu n'aimes pas mettre trop de sanitizer sur tes mains, mais bon. Après, je pense qu'il ne faut pas abuser aussi. Hein. J'ai vu une là qui faisait pratiquement ses ablutions, quoi, avec le visage. Ok, donc je vous montre en image. On a appelé ça Psycorona. D'accord. Psycorona, oui. Ok. C'est pas mal ça. Bon, on regarde. C'est pas une feature, hein.
J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Dans cet hypermarché, les clients sont toujours au rendez-vous, mais au rayon des fruits et légumes, certains préfèrent prendre leurs précautions. Avant, je les lave qu'avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. D'accord, bon, trop de psychose, je ne sais pas si je dois dire tu la psychose, je ne sais plus trop. Voilà, bon, sur la première image, donc c'est le prince Charles, d'Angleterre, voilà, qui apparemment a réalisé à la dernière seconde qu'il fallait plus se serrer les mains et tout. On marque une pause, on revient juste après la pub pour le dernier virage de cette entrevue avec Dr Adama Coulibaly du Conseil Coton Anacarde. Retour sur le plateau de la Télédici pour le dernier virage de la Télédici, toujours en compagnie de Dr Adama Coulibaly, qui répond donc ce soir à l'invitation de la Télédici. J'aimerais quand même qu'on parle des groupements d'intérêt économique, notamment le GEPA. Quelles sont les entités qui y figurent? Merci. Le GEPA, c'est le groupement d'intérêt économique, groupement des exportateurs professionnels des produits agricoles. C'est cela. C'est un rassemblement d'exportateurs nationaux qui ont décidé donc de mettre en commun leurs forces, de fédérer leur énergie pour pouvoir rester dans le jeu. Parce que pris individuellement, ça commence à être difficile. Est-ce que tous les opérateurs y figurent? Et non, c'est une adhésion volontaire. D'accord. On a entendu parler d'un fonds de 18 milliards de soutien, c'est vrai ou pas? Non. En réalité, ce que nous faisons en tant que conseil coton anacarde, c'est d'accompagner tous les acteurs. Les transformateurs sont accompagnés par un certain nombre de mesures. Les exportateurs, aujourd'hui, nous les accompagnons, j'allais dire, dans la limite de nos moyens. En d'autres termes, vous savez... Est-ce qu'il y a un fonds de soutien? Il n'y a pas de fonds de soutien. D'accord, ok. La filière est jeune et les banquiers sont très méfiants. Ils sont très méfiants en général sur tout ce qui est agriculture et encore plus pour une filière qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et l'anacarde est une filière jeune qu'ils ne connaissent pas, en tout cas les banquiers ivoiriens. D'accord. Et donc, du coup, ils sont très méfiants. Et nous, notre rôle, c'est d'aller vers eux et puis leur dire, eh bien, ce groupement ou cet opérateur est digne d'intérêt, vous pouvez le financer. Et avec les transformateurs, nous mettons une garantie équivalent à 25% du montant accordé aux transformateurs. Avec les exportateurs, ce n'est pas une garantie. Nous discutons, nous mettons en jeu, j'allais dire, notre caution morale pour leur permettre donc de lever des fonds. Est-ce que tout le monde est éligible justement à cette caution pour permettre de lever des fonds? Oui, tout le monde est éligible. Tous les autres acteurs sont accompagnés par le Conseil coton anacarde. Ok, parfait. Quand on était tout petit, on nous disait que consommer la pomme de l'anacarde et boire tout de suite du lait après était dangereux pour la santé parce que ça poussait justement à boire de l'eau. On avait constamment soif jusqu'à en mourir. C'est vrai ou pas? C'est totalement faux. Il y en a qui disent si vous mélangez, il y a une réaction chimique, vous en mourrez dans l'heure qui suit. C'est totalement faux. Et je vous invite à consommer les produits de l'anacarde, notamment la pomme dont vous parlez. Nous faisons aujourd'hui du yaourt avec le fruit de la pomme. D'accord, donc il n'y a aucun danger. Ou du déguin. De même qu'on met les grains de mil ou de couscous dans le lait pour faire du déguin, même nous mettons les granulés de la pomme dans le lait pour faire du déguin de pomme. D'accord, dernière question, comment contenter les acheteurs qui se plaignent et les producteurs, enfin, et les exportateurs ou les acheteurs qui se plaignent? En réalité, si les exportateurs se plaignent, c'est par rapport au marché international. Parfois, ils disent qu'il y a une déconnexion entre la réalité du prix Bourgeat que nous exigeons et le marché international. Effectivement, avec le Covid-19, il y a un ralentissement. Et les propositions qui arrivent sont inférieures, donc... oui, mais plus généralement, en dehors même du Covid, du contexte du Covid, plus généralement, comment on les généralement, nous n'avons pas connaissance de plaintes des exportateurs. D'accord, très bien. Plus généralement. D'accord. Mais laissez-moi dire deux mots. En 30 secondes? Oui, en 30 secondes. Alors, le barème est connu. Quand nous fixons le prix, nous disons voilà le prix Borchamp, voici le prix magasin intérieur et voici le prix livré au port d'Abidjan. Et puis donc, voici le prix à l'international à partir donc des simulations que nous faisons. Très bien.
Docteur Adama Coulibaly. Chacun connaît ce qu'il doit recevoir. Parfait, d'accord. Merci d'être passé par la télé d'ici. Ça vous arrive d'écouter du Zouglou ou pas? Eh bien sûr. Bon, bien sûr. Très bien, ok. Merci d'être passé par la télé d'ici, vous restez avec nous. Merci à Pierre, merci à Princesse. On vous laisse en compagnie de quelqu'un qui a écumé pratiquement tous les endroits de Zouglou les plus référencés de la capitale économique ivoirienne, Abidjan. Ce soir, il est l'invité artistique de la scène de la télé d'ici dans la dynamique de la célébration des 30 ans du Zouglou. On se retrouve demain d'ici la Take Care, Seba et Right Now sur la scène de la télé d'ici. Mon amour Emila, Emmaïo, celle que j'appelais Jarabila, Emmaïo. Je vais vous poser une question qui n'a jamais eu Goumé Goumé ici. Si tu n'as jamais eu Goumé Goumé, faut lever la main. Mensonge, je dis Emmaïo. Moi c'est bon, moi je vivais avec ma chérie. On dort même d'entrée couchée. Maison où tu mets le pied là, et puis tu dors là. C'est dans ça, elle et moi on dormait, mais je faisais tout pour elle. Tout ce qu'elle voulait, moi je lui donnais. Par amour, pour ta tablette, moi je payais ça pour la go. Cependant, moi-même je ne suis même pas connecté. Quand on veut me jouer, c'est sur le fils du voisin. Ça là, si tu n'es pas bête, là tu peux faire Emmaïo. Un bon matin, ma chérie Coco m'a approché. Elle dit mon bébé d'amour, chérie Coco, je vais aller au village. Mais j'ai besoin de mon transport. J'ai dit chérie, j'ai compris comment le temps de grouiller ton transport. Dans mes grouillages là, j'ai eu 200 000 francs. Tellement je suis fan de la gauche, je lui ai donné tous les 200 000 francs. Chérie Coco, arrivé au village. Arrivé au village, tu t'en sais Gambia, maman. Arrivé au village, tu t'en sais Gambia, maman. Et les 100 000 qui restent là-haut, c'est ton argent de poche. Je dis, c'est là, ouais, Emmaïo. C'est là, Emmaïo. Le jour de son départ, en tout cas, ça coïncidait. Moi, j'ai eu mon petit combo, dont je n'ai pas pu l'accompagner à la chaos. On s'est séparés à la maison. J'ai fini mon petit combo. J'ai mon vieux père qui m'a invité au maquis. Arrivé au maquis, on est en train de causer. Tout d'un coup, le vieux père me dit, c'est pas, regarde derrière toi. Regarde derrière toi, c'est pas ta femme qui assise là-bas. Rassuré et confiant que ma femme est partie au village. Je dis vieux père, je te respecte, mais ma femme est partie au village. J'ai assis sa veille. Emmaïo. J'ai dit Emmaïo. Dieu. Mais le vieux père il insiste. Il dit c'est pas je connais ta femme. Pardon, regarde derrière toi. Parce que deux personnes ne peuvent pas se ressembler comme deux cafards. Puisque c'est mon vieux père, pour ne pas décevoir mon vieux père. Je jette un coup d'œil en arrière, je vois ma chérie Coco. Je vois mon amour ami dans les bras d'un autre garçon. Les amis quand garçon sont en train de voler comme de son ami, n'a pas pitié. Sous mes deux gros yeux là, il ne fait qu'appuyer ma chérie. Sous mes deux yeux là, il ne fait que toucher ma chérie. Son aloufou que moi j'aime là, ça fait ça le gars, ça veut dire hein? Ouais, c'est que tu as me tuer là. Si tu as bien le fou de Gaulle aussi. Hey Dieu, tu peux toucher à tout, mais sauf son aloufou. Quand il a touché son aloufou là-haut, en même temps ça m'a rendu fou. Comme tout bon garçon, je me suis approché. J'ai dit chérie Coco, qu'est-ce que tu veux dans le maquis là? De un, elle m'éloigne,
elle me regarde de haut en bas. Je trouve que la go l'a lancé, la même escargot ne peut pas lancer, tu comme ça la femme. Non, applaudissez pour les femmes. Elle a parlé jusqu'à, mais moi j'étais calé. J'ai dit bébé reconnais que j'étais John, ça va passer. Mais est-ce que vous savez ce que la go m'a dit? Imbécile, sauvage. Quand toi tu me regardes là, toi et moi on se ressemble. Si tu m'énerves, je vais te dire deux mots qui ne se ressemblent pas. Toi un drogué comme ça là. Si tu as fumé ta drogue là-haut, si tu as fumé ta drogue là-haut, et que ça te tourne les yeux, si tu reconnais plus ton poulet, pardon, faut même venir sur sa bateau. Je dis, ah, ça m'a fait oh. Oh, nana. Ratsaïdo, Gabino. Tu vois, c'est qui de bas. Ah, oh, c'est qui de c'est qui veut, c'est qui oh, oh, oh. Ben badi, c'est qui ah, oh, oh. C'est qui bas. Ça, c'est comme ça que tu m'as eu. Et puis tu lui dis, elle m'a eu. 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 Laisse-moi vous vite. C'est qui c'est qui ce monde aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. On se marche là-dessus pour des raisons insensées. Reste là parler, reste là critiquer, puisque c'est votre métier. On ne fait que avancer. Reste là parler, reste là critiquer, puisque c'est votre métier. On ne fait que avancer. Ça roule, on est dedans. Tony Montana, on est dedans. Qui vivra sera Bata Etigeta. Yetiri, 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 yeti, 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 yeti. Mambe mani gongwe iblao kaenu. Mambe mani gongwe yeke blao. Tu m'as jugé, tu m'as blâmé, condamné. Tu parles de moi sans rien savoir. Ah ouais, Mamble mani gongwe yeke blao sans même me connaître. Mamble mani gongwe yeke blao sans même rien savoir. Ce que tu dis là, tu fais là, tu dis là, tu fais là, raconte là-haut. Ce que tu dis là, tu fais là, raconte la critique, la calomnie. Dieu n'a pas dit son dernier mot. On est dedans, ça roule, on est dedans. Aimer c'est bien, aimer tout bien, qui vivra. Ah ouais, yetiri, 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 yeti, 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 yeti.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Bravo, Seba. Good job. Merci. On salue un samouraï maintenant. Ah, encore mieux. C'est important.